Bonjour à tous. On va faire aujourd'hui la deuxième partie de la polyarthrite rhumatoïde, donc les diagnostics différentiels qu'il faut absolument rechercher, qui sont en général faciles à éliminer à l'interrogatoire, à l'examen clinique et avec un petit peu d'examen complémentaire. Voilà moi comment je classais devant un item orientation diagnostique à l'ECN les différentes pathologies, donc les causes, différentes étiologies, pardon. Les causes vasculaires, donc devant un rhumatisme inflammatoire avec des arthrites, il faut éventuellement penser à une vascularite systémique primitive. Le plus souvent, quand même, l'atteinte articulaire est rarement au premier plan. Il y a très souvent quand même une altération d'état général, parfois fébrile. Les signes neurologiques, les signes rénaux, en général, vous alertent. Éventuellement les signes ophtalmologiques avec des sclérites, des épisclérites, l'atteinte ORL, l'asthme pour granulomatose avec polyangite et eosinophile. Mais parfois, vous pouvez avoir des manifestations articulaires au premier plan qui précèdent en fait l'atteinte systémique. Bien rechercher un purpura à l'examen cutané, une origine du pourtour méditerranéen des aftes dans la bouche pour la maladie de B7. Si vous avez une atteinte aux membres inférieurs, une atteinte digestive, un purpura, bien penser éventuellement au purpura rhumatoïde. Et puis, devant une atteinte très rhizomélique, surtout chez le sujet âgé, après 50 ans, il faut se poser la question d'une pseudopolyarthrite rhizomélique et auquel cas également rechercher un interrogatoire des signes et à l'examen clinique des signes en faveur d'une maladie de Horton associée. Bien rechercher si la symptomatologie n'a pas été déclenchée par un médicament d'une manière systématique devant une symptomatologie que présente votre patient, incriminer la iatrogénie, il faut vraiment en faire une règle, puis c'est quand même une étiologie non négligeable d'une manière générale en médecine. Parfois des vascularites médicamenteuses avec des arthralgies, le plus souvent parfois un petit épanchement articulaire. Les vascularites, c'est souvent des arthralgies, mais parfois il peut y avoir des arthrites. Donc avec souvent du purpura, une vascularite qui est souvent leucocytoclasique avec une atteinte cutanée et articulaire et rarement des signes systémiques comme dans les autres vascularites primitives. Parfois se méfier des lupus induits qui sont également cutanés ou articulaires. Également eux aussi. L'arthrite septique post-infiltration qui est en général monoarticulaire, sauf s'il y a une bactériémie et une endocardite associée, et la BCG-thérapie qui peut donner des arthrites réactionnelles. Les causes inflammatoires, donc c'est là le gros travail qu'il faut faire dans les diagnostics différentiels. Traquer les connectivites, donc un phénomène de Raynaud qui pourra vous orienter vers un Sharp, une sclérodermie, un syndrome de Gougerot avec un syndrome sec qui donne aussi des arthralgies, parfois des arthrites, qui est un diagnostic différentiel mais aussi un diagnostic associé avec des anticorps anti-SSA dans 60% des cas, anti-SSA et anti-SSB dans 30%. En fait, vous avez 30% de bi-positifs, 30% qui ont des anti-SSA et 30% qui n'ont rien. L'hypergamma polyclonal qui vous oriente également vers toutes ces étiologies. Pour le lupus, bien regarder l'atteinte cutanée, la photosensibilité, s'il n'y a pas une alopécie contemporaine des poussées, une grosse asthénie, des ulcérations dans la bouche qu'on peut voir aussi au cours du lupus, la protéinurie que vous ferez dans votre bilan et bien sûr les anticorps antinucléaires qui pourront vous aider, notamment s'ils ont une spécificité anti-ADN natif. Les myosites, notamment les antisynthétases, j'insiste un petit mot puisque ça c'est plus récent. Donc le syndrome des antisynthétases qui associe classiquement dans sa description les mains mécaniciens avec une hyperkératose fissuraire, une polyarthrite en général symétrique et au niveau des mains et une atteinte pulmonaire et une atteinte musculaire. Il y a plusieurs cas qui ont été décrits avec des formes articulaires qui débutent et puis après il y a la myosite et les autres signes. Donc éventuellement s'il y a des myalgies, s'il y a des signes musculaires, faire les CPK et éventuellement compléter avec un dot myosite. Ils sont normalement dépistés par les anticorps antinucléaires, hein, les antisynthétases, c'est pas le cas de tous les anticorps des myosites, mais parfois éventuellement aller chercher avec un peu plus de sensibilité avec la recherche spécifique directement des anticorps. Les autres rhumatismes inflammatoires chroniques, donc le spectre des spondyloarthrites qui sont en général plutôt des oligoarthrites des membres inférieurs, sauf le rhumatisme psoriasique qui donne plutôt une polyarthrite, parfois qui donne un tableau tout à fait comparable à une spondylarthrite ankylosante, mais le plus souvent quand même une polyarthrite asymétrique avec une atteinte des IPD et des images de destruction mais aussi de construction sur les radiographies. Le psoriasis est en général discret, il faut le chercher, c'est du psoriasis au niveau des ongles, au niveau du cuir chevelu, c'est rarement des psoriasis fulgurants, donc bien le rechercher, bien examiner la peau d'une manière générale devant une présentation de rhumatisme inflammatoire chronique. Donc la PPR, on en a parlé un tout petit peu plus haut, le RS3PE, donc c'est comme la PPR des sujets âgés, avec
des mains et des pieds qu'on dit en gants de boxe qui prennent l'œdème, beaucoup de ténosynovites. Donc, c'est un diagnostic différentiel de la polyarthrite rhumatoïde du sujet âgé. Très très œdémateux, comme son nom l'indique. C'est le rhumatisme œdémateux du sujet âgé, donc un diagnostic différentiel qu'il faut savoir évoquer devant des œdèmes très importants au niveau des extrémités. La maladie de Steele qui peut survenir à tout âge, mais essentiellement quand même le sujet jeune, c'est la forme de l'adulte de l'arthrite juvénile idiopathique systémique avec une fièvre très importante, souvent hectique à 40 degrés, avec des périodes d'apyrexie, en tout cas des périodes de fièvre beaucoup moins importantes, un rash cutané contemporain des épisodes fébriles et les manifestations articulaires, notamment un bon tropisme pour le poignet. Ça peut être destructeur le Steele en chronique. On y pensera devant un gros syndrome inflammatoire, cette fièvre, toujours bien entendu éliminer une infection. Parfois il y a des onopathies, donc il faut éliminer le lymphome chez les sujets jeunes avec des manifestations générales. Voilà, une hyperleucocytose et une hyperferritinémie très importante, disproportionnée. Se méfier parce que ça peut se compliquer de syndrome d'activation macrophagique, surtout si vous avez des cytopénies. Je suis pas sûr qu'on vous fasse une maladie de style à l'ECN. Donc l'abaissement de la fraction glycosylée de la ferritine en dessous de 20% est pas très sensible mais relativement spécifique de la maladie de style. Polychondrite atrophiante, il faut y penser devant des manifestations articulaires, éventuellement demander aux gens s'ils n'ont pas eu au niveau ophtalmo donc des sclérites, des épisclérites qu'ils peuvent voir dans la PCA, aussi dans la PR et dans les vascularites, mais surtout donc des chondrites des oreilles et du nez, des chondrites qui respectent le lobe de l'oreille puisqu'il n'y a pas de cartilage, très évocateur à ce moment-là de polychondrite atrophiante, et les manifestations articulaires, donc vu qu'il y a du cartilage, ça peut aussi toucher l'articulation, sont souvent plutôt des arthralgies, voire des arthrites qui sont migratrices et fugaces. Bien penser à la sarcoïdose, mais c'est souvent un tableau typique entre guillemets de Lofgren avec l'atteinte notamment des chevilles, un sujet jeune, et à la radio thoracique que vous faites dans votre bilan de PR, vous verrez les adénopathies médiastinales dans la grande majorité des cas. Vous avez parfois des formes osseuses, très distales, lithiques de sarcoïdose, mais vous aurez à mon avis pas ça à l'ECN. Les rhumatismes microcristallins, avec l'âge, pensez à la chondrocalcinose. Bien penser à rechercher une cause secondaire. La goutte chez les sujets, souvent des hommes avec un profil très métabolique. Et donc si vous avez du liquide à ponctionner devant un tableau de rhumatisme, il faut bien le ponctionner pour rechercher les cristaux qui peuvent parfois, ça peut vraiment se présenter sous une forme polyarticulaire, hein. Rarement à la première crise, donc bien demander s'il n'y a pas eu une première poussée à la première MTP, une première poussée au genou ou au poignet. L'hydroxyapatite, vous la verrez sur la radio, ce sera la calcification tendineuse, le plus souvent à l'épaule de la femme entre 30 et 50 ans. Donc c'est en général monoarticulaire, c'est rarement une maladie polyarticulaire. Au mieux, c'est oligo, mais voilà. Le rhumatisme infectieux qui est rarement en chronique, donc ce sera surtout évoqué devant un rhumatisme aigu. Bien penser à l'endocarite infectieuse, surtout si c'est fébrile, s'il y a un souffle, s'il y a des signes périphériques d'embole, etc. Faire des hémocultures si votre patient est fébrile. C'est souvent du staph, du streptocoque ou des entérocoques. La brucellose, on n'en voit quasiment plus. Le Lyme, y penser, surtout si c'est mono ou oligo-articulaire, parfois ça peut être polyarticulaire, et ça touche quand même assez souvent le genou, le Lyme. Donc on ponctionne, on fait une PCR dans le liquide, on fait une sérologie. La tuberculose, rarement un tableau, elle, aigu, des tableaux plus chroniques, mais c'est quand même des gens en général qui sont très immunodéprimés, mais il faut savoir éventuellement y penser dans des tableaux un peu bizarres, un peu atypiques, etc. Le gonocoque chez le sujet qui est à risque d'IST, donc il faut parfois savoir poser la question, ne serait-ce que pour les urétrites, pour les arthrites réactionnelles, etc. Le gonocoque qui est beaucoup plus virulent, on va dire, localement au niveau génital que le chlamydia. Pensez à la syphilis, par contre, et devant des rhumatismes bizarres qui ne répondent pas au traitement immunosuppresseur, ça peut vraiment donner des tableaux polyarticulaires et chroniques. Le parvo aussi, qui peut donner des tableaux un peu plus chroniques, parfois plusieurs mois, et poser le diagnostic différentiel avec une PR. Le VIH, pareil, c'est un syndrome pseudo-grippal avec des manifestations articulaires au moment du diagnostic, mais après il peut y avoir des manifestations plus tardives au stade SIDA, éventuellement se méfier d'une tuberculose ou d'une mycobactérie atypique de localisation ostéo-articulaire. Hépatite B, hépatite C, à visée préthérapeutique, mais ça peut parfois, au niveau de la primo-infection, se manifester par une polyarthrite aiguë. Pareil pour l'hépatite A. Et parfois ça précède l'ictère, donc après vous avez la phase d'hépatite qui vous permet de réorienter le diagnostic. Le RAA, on n'en voit plus, parasitaire et mycotique, déjà vu des filarioses avec des arthrites réactionnelles autour de la migration de la filaire, mais c'est relativement rare en dehors des migrants. Donc il faut quand même bien demander aux gens s'ils n'ont pas voyagé à l'interrogatoire.
Les rhumatismes paranéoplasiques, il faut vraiment y penser devant les patients très fébriles, avec des altérations de l'état général massif, des rhumatismes très bruyants, très aigus, et avec l'âge, bien entendu, s'ils fument, etc., il faut toujours avoir cette arrière-pensée, éventuellement aller dépister le rhumatisme paranéoplasique. D'autant plus si vous n'avez pas les marqueurs de la polyarthrite rhumatoïde au niveau des anticorps. Rupture de LCA, bon, je l'ai mis pour illustrer le traumatique, mais ce ne sera pas polyarticulaire, vous aurez le contexte de traumatisme. Poussée inflammatoire, entre guillemets, d'arthrose, parfois ça peut être un diagnostic différent, des arthroses très érosives au niveau des doigts, et avec l'atteinte des IPD qui fait souvent poser le diagnostic différentiel de rhumatisme psoriasique. Les hémophilies qui donnent des épisodes d'hémarthrose récidivante, et puis une autre cause classique d'hémarthrose, c'est la chondrocalcinose. Donc l'hémochromatose, c'est le signe de la poignée de main avec l'arthropathie du deuxième rayon et la chondrocalcinose. Bien y penser si vous avez également aussi une atteinte hépatique. À titre purement illustratif, le bilan que je fais au cas par cas en fonction de mon interrogatoire, etc. Mais on a vu dans la précédente vidéo ce qu'il faut retenir pour le CN, le bilan classique qui est recommandé. Pour ce qui est du traitement, le traitement de première intention, c'est le méthotrexate. On débute entre 10 et 15 mg par semaine, donc ça se prend une fois par semaine. N'oubliez pas la supplémentation en acide folique 48-72 heures après. Parfois, pour des raisons de tolérance maintenant sur la fatigue, on peut le mettre avant la prise. Il me semblerait que ça ne diminue pas l'efficacité du traitement. En tout cas, il ne faut pas que ce soit le même jour. Il faut au moins 24 heures minimum après la prise ou avant la prise du méthotrexate pour ne pas antagoniser l'effet du médicament. Bien penser à la contraception jusqu'à 3 mois après l'utilisation, à la fois chez l'homme à la fois chez la femme et chez l'homme également. Après, c'est souvent en terrain post-ménopausique, donc ça pose pas trop de problème, mais bon, faut bien le signaler aux gens. Pour casser la poussée, on peut associer des corticoïdes, faible dose, 10-15 mg, maximum 30, maximum 20-30. Il n'y a pas de consensus, mais pas plus de 30 mg, ça c'est certain, mais pas plus de 20 en général, ça suffit. Il faut qu'à 6 mois, il n'y ait plus de corticoïdes. Ça marche très bien, donc le risque c'est que les patients ils soient accros aux corticoïdes. Si vous pouvez infiltrer une articulation, c'est mieux. Sinon, vous mettez un peu d'anti-inflammatoire et des antalgiques. Le méthotrexate, bien prévenir que ça mettra au minimum 1 mois pour commencer à avoir un effet et on réévalue à 3 mois. Enfin, vous pouvez réévaluer à 1 mois pour éventuellement monter un peu la dose si vous commencez doucement pour réaugmenter un petit peu après. Si vous avez une contre-indication méthotrexate, par exemple une cirrhose très avancée, une insuffisance rénale très importante, ou si le patient a fait un pépin en métaux, vous pouvez mettre plutôt du léflunomide en première intention que la salazopyrine qu'on mettra plutôt dans les spondyloarthrites, plutôt du léflunomide qui lui, faites attention, donc donne des hypertensions artérielles. Donc les patients à risque cardiovasculaire, éventuellement se méfier. Si à 3 mois il n'est pas répondeur, votre patient, il faut aller et donc mettre en plus, si possible, du méthotrexate. Toutes les biothérapies, et retenez qu'elles marchent mieux sur le plan de la structure et sur le plan de l'efficacité si elles sont associées au méthotrexate. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, le plus souvent quand même, puisque c'est avec ceux-là qu'on a le plus de recul, on met les anti-TNF. Celui que vous voulez. Un des 5, en fonction de ce que préfère le patient, sous-cut toutes les 2 semaines, une fois par mois, une fois par semaine. Voilà, l'étanercept est peut-être un peu moins à risque infectieux que les autres, mais voilà, à votre niveau, c'est ce que vous voulez, mais le plus souvent, on met un anti-TNF puisque c'est là qu'on a le plus de recul, sauf contre-indications que vous devez connaître, qui sont l'antécédent personnel de sclérose en plaques. On se méfie aussi s'il y a un antécédent familial, même s'il y a des données récentes qui montrent qu'il n'y a peut-être pas de surrisque. En tout cas, c'est encore dans les recommandations, il faut faire très attention. Et puis, vu le nombre de molécules qu'on a au jour d'aujourd'hui, ne pas prendre de risques. Les grosses cardiopathies avec une dyspnée YHA 3, 4, il faut prendre l'avis du cardiologue et puis éviter de prendre des risques, donc plutôt aller vers une autre thérapeutique s'il y a des grosses insuffisances cardiaques, éviter le rituximab chez les grosses insuffisances cardiaques parce qu'il y a pas mal de sel avec la perfusion, ou alors bien encadrer tout ça avec du Lasix. Les autres contre-indications anti-TNF, vous devez dépister la tuberculose par IDR radiothoracique ou c'est remboursé le quantiferon à la place de l'IDR. Et si vous avez une tuberculose latente, il faut la traiter. Donc vous faites une bithérapie pendant 3 mois et après 1 mois de traitement tuberculeux, vous pourrez débuter votre traitement par anti-TNF tout en poursuivant votre rifampicine et votre isoniazide. Bien vacciner vos patients contre la grippe annuellement et contre le pneumocoque avec un Prévenard puis un Pneumo 23 et ensuite on refera des Pneumo 23 tous les 5 ans. Voilà pour les principales contre-indications aux anti-TNF. Attention avec les antécédents de cancer aussi, s'il y a un cancer dans les 5 ans, même si les données montrent
qu'il n'y a quasiment pas de sur-risque, hormis peut-être pour les cancers non mélaniques au niveau cutané. C'est une contre-indication et l'antécédent de lymphome est également une contre-indication au traitement anti-TNF. Si vous avez un antécédent de cancer, privilégiez éventuellement le rituximab puisqu'il a été donné initialement dans les lymphomes B. Surtout si vous avez des auto-anticorps. Si ça marchait bien aux anti-TNF et puis que ça a échappé, vous pouvez essayer un deuxième anti-TNF. Même si il n'a pas marché d'entrée de jeu, vous pouvez essayer un deuxième anti-TNF. Mais s'il n'a pas marché du tout, il y a peu de chances qu'il marche un deuxième anti-TNF. Il vaut mieux changer de mécanisme d'action. Et puis vous faites une rotation comme ça entre les différentes molécules. Si ça ne marche pas, sachant que l'objectif c'est la low disease, c'est-à-dire un DAS 28 inférieur à 3,2. Si vous n'avez pas ce DAS 28 inférieur à 3,2, ou si vous êtes encore sous corticoïde pour avoir un DAS 28 inférieur à 3,2, ça c'est aussi important, il ne faut pas hésiter à augmenter la thérapeutique. Donc bien connaître les cutoffs de 6, 3,2 et 5,1. Je trouve ça nul de vous faire apprendre tout ça pour suivre la majorité d'entre vous ne seront pas rhumatologues, mais malheureusement, vous devez le savoir. Vous avez deux autres scores, le SDAI et le CDAI, qui prennent en compte non pas le V à douleur, mais le V à activité du médecin et du patient. La CRP pour le SDAI. Faites attention, sous tocilizumab, vous n'avez pas de CRP, donc le score d'activité qu'il faut prendre, c'est le CDAI, et pas le DAS 28 CRP ni le DAS 28 VS, puisque ça joue un peu moins, mais ça joue quand même sur la VS, le tocilizumab. C'est celui qui inhibe l'interleukine 6, et donc il faut faire relativement attention. Les critères rémission assez relativement stricts, moins d'une articulation douloureuse gonflée, une VA en dessous de 1 sur 10 et une CRP en dessous de 10 mg par litre. Voilà, je vous remercie de votre attention. On va reparler un petit peu des pièges pour les traitements auxquels vous pouvez être confrontés dans les QCM.